Allez, c'est parti. Bonjour Mbougar. Bonjour Mathieu et bonjour à toutes et à tous. J'espère que bah ouais, tu vas bien dans ce beau maillot. Merci de me Écoute, recevoir. merci à toi de m'inviter. Je vais très très bien dans mon beau maillot jaune. Comme il faisait beau aujourd'hui, je me suis dit que voilà, j'allais rappeler l'esprit des foot du Brésil avec moi. Bon, avant qu'on se lance dans cette conversation, ce que je te propose, c'est de faire une petite présentation, la faire moi-même, et tu me diras ce que tu veux ajouter ou ce que tu veux corriger, et comme ça, on partira sur des bonnes bases. Ça te va? Ça me va, merci. Allez, vas-y. Mohamed Bougar Sarr, tu es né à Dakar, au Sénégal, le 20 juin 1990, un jour après moi. On est ce qui fait de tous les deux des Gémeaux, mais, Oui. mais je Toi, me permets quand même. tu étais limite tout de même, hein. C'est ça. Donc, mais je me permets quand même de te rappeler que je suis ton aîné de quelques années. C'est Oui, important on ne dira pas l'année. On ne dira pas l'année, donc En- faut contester. Je peux contester comme ça virtuellement que non, mais ok. il faut quand même dire aux auditeurs qu'on se connaît déjà. Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance de t'interviewer. Moi, une première fois, c'était en visio, là aussi. C'était en 2020. Et je t'ai reçu physiquement en 2021, tout juste après le prix Goncourt. Je t'ai reçu physiquement au Grain, donc qui était le tiers-lieu que j'avais maintenant à Clermont-Ferrand. Et lors de notre première rencontre, tu me confiais que selon l'humeur et les jours, tu pouvais accepter d'être présenté simplement comme écrivain, en essayant, tu me disais, d'enlever toute la charge symbolique et presque paralysante que ce mot pouvait porter. Et à l'époque, en 2020, tu étais encore partagé entre ton travail de romancier et ta recherche en littérature à l'EHESS. Et tu me disais explorer l'année 1968 comme moment charnière de la littérature africaine, en t'appuyant sur trois romans que tu considérais comme fondamentaux pour comprendre le début de ce qu'on appelle l'Afrique postcoloniale. C'est pour ça que je vais les citer comme ça pourra donner des idées de lecture aux auditeurs. Donc, le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, Le devoir de violence de Yambo Wologem, qui influencera profondément la plus secrète mémoire des hommes, et L'appelé de Malik Fall, et dont tu me disais admirer tout particulièrement sa densité philosophique et la plongée dans les contradictions d'un homme. Mais pour reprendre tes propres mots, pardon, on ne lutte pas toujours efficacement contre sa nature profonde, et la tienne t'amenant irrésistiblement vers l'écriture de fiction, tu as fini par abandonner cette thèse. Est-ce que l'histoire a prouvé que suivre son instinct était la meilleure chose à faire au vu de ce qui s'est passé ensuite? On va en parler. Après Terre Sainte, donc aux éditions Présence africaine, c'était fin 2014. Silence du cœur, aux éditions Philippe Ray, 2017. De purs hommes, Philippe Ray, toujours 2018. Tu es devenu donc en 2021 le premier Africain d'Afrique subsaharienne à remporter le prix Goncourt avec la plus secrète mémoire des hommes. Donc là, c'est chez Oui, Philippe Ray toujours, mais oui, aussi chez Jim San, les éditions oui. sénégalaises. Alors, Mbougar, sachant qu'à cette charge symbolique et presque paralysante, c'est désormais ajouté celle de ce modeste prix, t'arrive-t-il encore, selon l'humeur, de te présenter autrement que comme écrivain? Alors, merci beaucoup pour cette présentation, non seulement très exhaustive, mais extrêmement précise dans les souvenirs. Je dois t'avouer que je garde un excellent souvenir, c'est vrai, de notre conversation, mais c'est plus dans dans l'humeur, dans le caractère général. Mais je ne sais absolument plus ce que je t'avais raconté. Je me souviens de certaines de tes questions, mais je ne sais plus du tout les réponses que j'avais données. En tout cas, sur la question de la présentation, aujourd'hui, j'accepte un peu mieux de qu'on me présente comme écrivain parce que je crois que j'ai essayé de simplifier les choses. Voilà, je me suis juste dit que c'était un métier, euh, aussi une passion. Les deux ne sont pas toujours analogues, ne se rejoignent pas toujours, mais dans mon cas, c'est à la fois mon métier, c'est à la fois ma passion. Donc aujourd'hui, c'est plus simple, j'accepte écrivain, même si de temps en temps, je me dis que romancier, c'est plus précis. Parce qu'en réalité, je n'ai rien écrit d'autre que des romans. J'ai pu écrire quelques essais,
choses plus théoriques, des choses qui ne relevaient pas de la fiction. Mais tout ce que j'ai publié jusqu'à présent, c'est plutôt des fictions. Tout ce que j'ai publié en mon nom propre, c'est de la fiction. Donc, je crois que romancier, c'est à la fois plus précis et peut-être plus modeste aussi que écrivain. Donc, il y a certains jours où je corrige en disant non, pas écrivain, romancier. Mais bon, la plupart du temps maintenant, j'accepte l'idée que écrivain, voilà, ce n'est pas si mal. On n'en meurt pas. Ça ne nous donne aucun statut, privilège particulier. Mais il faut tenter d'être à la hauteur de la charge comme on peut. Donc, bien faire son travail, comme n'importe quel être humain qui a un métier pourrait le dire. Voilà. Est-ce que prix Goncourt, c'est encore plus paralysant que écrivain, du coup, en termes de charge symbolique et possiblement bloquante? Oui, bon, pas pour moi, mais je constate bien sûr dans le langage que prix Goncourt a une autre gravité que simplement écrivain. C'est que quand on dit prix Goncourt, on est presque figé dans un titre, dans une célébration, dans un prix, et on arrive presque à oublier la raison pour laquelle on a reçu ce prix, qui est qu'on a écrit un livre et que souvent, derrière ce livre, il y a d'autres livres. Donc, j'ai l'impression que c'est une forme de double réduction. Non seulement on réduit toute une carrière ou tout un début de carrière à un seul livre, mais parfois, le livre lui-même est simplement réduit à un titre. Prix Goncourt, avec maintenant toute l'histoire qu'on sait, parce que c'est un prix très ancien, parce que c'est un prix très prestigieux, parce que c'est le prix que même des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement au livre peuvent connaître, peuvent rattacher à la littérature, parce que c'est un prix qui a comme ça toute une sémantique liée à ce bandeau, ce fameux bandeau qui est tout à fait reconnaissable et qui fait qu'à Noël, il se retrouve dans un tiers ou pas un quart ou deux tiers des foyers français. C'est le prix Goncourt, quoi. Ce n'est même plus un individu particulier avec une histoire particulière, avec un cheminement. C'est le prix Goncourt statifié, vitrifié, fossilisé presque dans son titre. Donc, ça peut avoir, par certains aspects, voilà, une dimension un peu casse-pied, un peu lourde, un peu difficile à gérer. Mais globalement, voilà, dans le travail d'écriture, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que, et c'est ça le plus important, je ne me penche pas sur mes manuscrits, je n'ouvre pas mon ordinateur, je ne commence pas ou je ne continue pas mes projets en me disant je suis le prix Goncourt. Disons, voilà, ça ne me vient jamais à l'esprit. Je commence en me disant, voilà, il faut repartir de l'avant, il faut oublier tout ce qui s'est passé tant qu'on le peut, il faut s'abstraire de la pression du symbole, tenter de retrouver le quotidien dur, laborieux, mais extrêmement joyeux et libérateur aussi de l'écriture, quoi. Donc de Mohamed Bougarsar, moi-même qui écrit, qui doute et qui ne pense plus du tout au statut ou au titre qui est attaché à la distinction, voilà, que j'ai reçu il y a quelques années. Je vais te replonger dans un quotidien, mais un peu plus lointain. Il y a une tradition dans ce bébé podcast qui est de rentrer dans le monde de mes invités par l'apport des souvenirs de l'enfance, des souvenirs sensoriels et plus précisément même des bruits et des odeurs Ouais, de l'enfant. ouais. Au tout début, je donnais un âge, mais maintenant, en fait, je libre. Je te laisse te projeter de manière très, très spontanée, tout de suite, n'importe quel âge de ton enfance, mais de ton enfance, les bruits et les odeurs. Qu'est-ce qui te Alors, revient spontanément? c'est vrai que l'enfance est une période assez longue, mais qui a tout de même un certain nombre d'étapes. Moi, je diviserais mon enfance en deux grandes étapes. Une première étape qui était vraiment l'enfance familiale, c'est-à-dire l'enfance au moment où je ne suis pas encore sorti de la maison, où mon univers entier se confond aux limites de la maison.
Et la maison, c'est à Diourbel. C'est une petite ville, parce que je suis né à Dakar, mais j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Diourbel. C'est une petite ville qui est à 150 kilomètres environ au sud de Dakar. C'est vraiment le centre du Sénégal. C'est une région plutôt arachidière, disons, avec un climat extrêmement chaud, extrêmement sec. C'est l'une des régions les plus chaudes du Sénégal. Mais j'ai grandi là et avec mes parents et beaucoup de femmes qui étaient à la maison. C'est-à-dire que selon une tradition qui est finalement très sénégalaise et peut-être plus spécifiquement sérère, l'éducation des tout jeunes est confiée à beaucoup de femmes et cela va bien sûr de la mère à la grand-mère, aux tantes maternelles ou paternelles, aux cousines qui sont là. Donc, toute mon enfance, si je dois la rattacher à des bruits, est tout à fait saturée de bruits, de voix de femmes, de voix féminines, qui me racontent des histoires, qui parlent entre elles. Et quand elles parlent entre elles, je suis tout jeune, mais mes premiers souvenirs, c'est vraiment moi tout jeune, faisant semblant d'être absorbé dans mon monde, le jouet, mais étant très attentif à ce que ces femmes-là racontent, ce qu'elles se racontent entre elles, ce qu'elles se disent de leurs problèmes, de leur situation de femme, de leur relation bien évidemment avec les hommes, de leur place dans la société. Et moi, je suis là, je fais l'innocent, je feins de ne rien comprendre, mais j'entends tout. Et cela est très présent. Bien sûr, il y a voilà, les voix bien masculines de mon père, d'oncle qui passent de temps en temps, mais c'est vraiment d'abord les femmes. La voix de ma mère et la voix de ma grand-mère maternelle particulièrement, puisque ce sont ces deux voix-là qui m'introduisent à la fiction. Donc mon quotidien au Sénégal, la prime enfance, on va dire, est d'abord ce grand bain dans les voix féminines et dans les voix féminines qui me racontent des histoires, qui me racontent des contes, qui ouvrent finalement mon esprit à l'imaginaire, à l'imagination poétique, aux histoires, à la fiction et à une réflexion sur le rapport entre vérité et fiction et à une réflexion aussi assez précoce, mais sur le sens de la transmission, puisque toutes ces voix-là avaient le grand souci de la transmission et transmettre quoi? Transmettre l'histoire. Ça, c'est la prime enfance. Et il y a une deuxième partie qui correspond au moment où, vers 7 ans, 8 ans, 6 ans peut-être, 6 ans, 7 ans, je sors de la maison pour aller à l'école, pour jouer dans la rue, pour rencontrer le monde extérieur. C'est le moment où mes parents acceptent enfin que je puisse sortir et jouer à l'extérieur de la maison. Et là, c'est vraiment le bruit, les parfums, les voix de la rue sénégalaise, de la rue de Diourbel particulièrement. Et c'est une rue qui est absolument différente des rues qu'on peut voir en France ou dans l'Occident, dans ce qu'on appelle le Nord de façon plus générale. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de distinctions possibles entre le Nord et le Sud, mais la plus marquante et la plus sensible pour moi, c'est dans la texture de la rue. La rue n'est pas simplement un lieu utilitaire, c'est pas simplement le lieu que l'on utilise pour aller d'un endroit à un autre. Il n'est pas simplement saturé de bruit mécanique de véhicules. Il est saturé vraiment d'une forme de vie. Il est saturé du travail dans la rue. C'est vraiment la grande différence, c'est que au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres espaces, j'imagine, du Sud, la rue est aussi un espace de travail. C'est un espace de vie, c'est un espace de travail, c'est un espace de communication. Et lorsqu'on sort, ce qui marque, c'est la diversité de ces bruits et de ces parfums-là. On entend un âne qui va braire, un cheval qui hennit, un taxi qui roule, des conversations, des négociations, puisque le commerce se fait aussi dans la rue. On a l'odeur du café Touba, on a les chants d'un daïra de Khassaïd qui récite, en train de réciter des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba. Et j'en parle particulièrement parce qu'à Diourbel, c'est vraiment le fief de la confrérie mouride. Donc, sur le plan religieux, c'est une ville qui est très marquée par la présence des mourides. Donc, cette confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, grand soufi, fondateur vraiment d'une branche très particulière.
et qui a beaucoup écrit de la poésie. Et ces poésies sont chantées, scandées comme ça par ses confréries, par des sortes de rondes d'hommes qui chantent. Et tout ça, lorsqu'on sort dans la rue à Diourbel, on l'entend. Donc, voilà, c'est une division un peu schématique, mais elle correspond assez bien à mes premiers souvenirs. Les voix de femmes et ensuite l'extraordinaire richesse, densité, diversité de la rue sénégalaise. Magnifique. C'est magnifique. Et ayant vécu quelques temps au Mali, je retrouve aussi dans ces descriptions les rues maliennes. Euh, Ton papa était médecin, Oui, il me semble, hein. oui, Toi, tu es l'aîné d'une fratrie, il n'y a que des garçons, c'est ça, oui, hein? c'est ça. On est 7 garçons. 7 gars. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs particuliers liés à l'hospitalité? Alors, quand on pense Sénégal, on pense souvent Teranga, Teranga. Est-ce que c'est ça qu'on a? Est-ce que déjà il y a une spécificité sérère? Alors sérère peut-être pour préciser. Donc c'est l'ethnie sérère. Donc c'est est-ce que aussi la langue que tu entends c'est la langue de tes tantes, de ta maman, c'est la langue sérère ou c'est aussi le Wolof? Est-ce qu'il y a le français? Quelles langues sont parlées à la maison dans les sons que tu entends? Et quel quel oui, souvenir précis lié à l'hospitalité tu pourrais avoir? Oui. Voilà. Alors, là aussi, je crois que réfléchissant à la langue, je pourrais tout à fait plaquer la division que j'ai faite tout à l'heure. C'est que sur cette question-là, la prime enfance, c'est vraiment l'univers, c'est le royaume de la langue sérère, puisque à la maison, les 3, 4, 5 premières années de ma vie, on me parle souvent sérère. Les femmes de ma famille me parlent souvent sérère. Donc, mon introduction à la poésie, au conte, au récit, de façon générale, se fait par ma langue maternelle, le sérère, qui appartient en effet à cette communauté culturelle, cette ethnie, qui est en termes démographiques du locuteur, la troisième du pays, après le Wolof et le Pulaar. Et donc, j'entends le sérère vraiment très tôt, jusqu'à 5, 6 ans, ce n'est quasiment que ça. Mais dans le même temps, puisqu'on est au Sénégal, j'entends un peu le Wolof, j'entends le français qui est présent tout par le travail de mon père, qui lui, il me parle sérère, mais il me parle aussi de temps en temps français. Ce qui fait qu'il y a d'ailleurs une sorte de division un peu étrange là, puisque ma mère ne m'a jamais parlé que sérère, souvent, et mon père ne m'a jamais parlé que français. Pas uniquement, mais beaucoup, beaucoup tout de même. D'accord. Donc, avant Ok. même d'entrer à l'école, les premières notions de français que j'ai me viennent là. Et ensuite, il y a le moment où je sors de la maison. Et quand je commence à sortir de la maison, le Wolof arrive, parce que le Wolof est vraiment la langue de la rue sénégalaise, c'est la langue la plus parlée du Sénégal. Et le Wolof arrive à ce moment-là, et ça correspond à peu près au moment où je commence aussi à aller à l'école. Donc, le français arrive, et puisque je fais aussi l'école coranique, à un moment, la langue arabe arrive. Mais tout ça est dans un laps de temps assez court, hein, ça se superpose presque. Wolof, français, arabe viennent en même temps, mais le sérère est venu un peu avant. Donc voilà sur la question de la langue, des langues. Quant à l'hospitalité, euh, je ne sais pas s'il faut spécifier, parce que je crois que, bien sûr, tous les Sénégalais se targuent, s'enorgueillissent d'appartenir au pays de la Teranga, donc le pays de l'hospitalité. Mais j'ai toujours tenu à dire que ce n'était pas une qualité spécifique, singulière. L'hospitalité est une qualité que l'on peut retrouver un peu partout. On la trouve dans tous les pays. Mais tout de même, ça interroge. Pourquoi particulièrement on associe l'hospitalité, la teranga au Sénégal? Et c'est là que ça commence à devenir euh, intéressant. Je crois qu'il y a au Sénégal, mais dans tout le Sénégal, un certain souci de donner à l'étranger une place qui est presque plus enviable que celle que peuvent occuper des gens que l'on connaît. Je pense que l'étranger, c'est celui qui, arrivant de loin,
doit être reçu avec certains égards. Parce que tout simplement, on veut lui prouver qu'il n'a pas eu tort et qu'il ne doit pas avoir peur d'arriver ici, dans ce pays, dans cet endroit particulier. Donc, je crois que c'est vraiment une tentative, peut-être, de refuser d'enfermer un étranger, parce que je crois vraiment que la question de l'hospitalité est liée à l'étranger. Je crois qu'elle a plus de sens, plus de force quand elle est associée à l'inconnu ou à l'étranger. Parce que accueillir quelqu'un qu'on connaît est facile, c'est assez simple. Mais accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui potentiellement peut être un danger ou une menace, et faire le pari que cette personne pourtant mérite des égards, c'est ça le sens profond de l'hospitalité. Et je crois que c'est ça qui a cours dans la conception sénégalaise de la teranga. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers, bien sûr, ne sont pas des menaces ou ne peuvent pas devenir une menace. Ce qui va le déterminer, c'est la conversation, c'est l'échange qu'on va avoir derrière. Mais a priori, le geste naturel, c'est d'accueillir, d'écouter, de mettre dans des conditions pour que une conversation humaine ait lieu. Quand j'étais enfant, j'ai eu un certain nombre vu un certain nombre d'exemples de cette question de l'accueil-là, puisque à la maison, parfois, venaient des gens que je ne connaissais pas, que mes parents connaissaient, ou je pensais qu'ils les connaissaient. Et je découvrais un peu plus tard qu'en fait, ils ne les connaissaient pas réellement. Cela pouvait être des amis d'amis ou de la famille extrêmement éloignée qu'eux-mêmes n'avaient jamais vu ou n'avaient eu que ne connaissaient que par l'alliance, quoi, tout simplement, mais n'avaient jamais vu. Et ces gens-là venaient. Et c'est l'enfant que j'étais qui posait des questions, qui disait, mais qui est cette personne? Donc c'est moi finalement qui demandais à ce qu'on m'explique ce qui était en train de se passer. Et ma mère souvent me disait, bah écoute, c'est une personne qui est là, qui est une amie ou qui est de la famille, donc on l'accueille. Et elle pouvait rester parfois plusieurs jours. Et j'ai fini par comprendre que parfois même mes parents n'étaient pas extrêmement proches de ces personnes-là, mais par l'alliance et par le devoir d'accueil, d'hospitalité, bah, ils essayaient de mettre ces gens dans les meilleures conditions. C'est une philosophie de vie que, bien sûr, on peut trouver absurde dans certaines parties du monde, qui considèrent qu'accueillir ne va pas de soi. Et d'ailleurs, ces parties du monde ont raison. Accueillir ne va pas de soi. Mais c'est précisément parce que ça ne va pas de soi que ça arrive à déterminer une sorte de ligne de partage entre le pari qu'on fait que l'autre n'est pas toujours une menace, qu'il peut être au contraire un miroir, un frère, une sœur, quelqu'un qui vous élève aussi dans votre propre humanité, et pas nécessairement une menace. Mais je crois qu'il y a de plus en plus, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, l'idée que l'étranger, par définition, est l'ennemi. Et cela rejoint une conception dans la langue latine, par exemple. En latin, c'est le même mot, le mot hostis. Quand on dit hostis, c'est à la fois l'ennemi, mais c'est à la fois l'étranger. Et c'est très curieux qu'il y ait cette connivence-là linguistique en latin entre les deux, et que l'une des définitions ou l'un des sens commence à l'emporter aujourd'hui, mais depuis plusieurs années d'ailleurs, d'accueillir. Et j'en finis là. Parfois au Sénégal, lorsqu'on parle de certaines questions liées à l'accueil et à l'hospitalité, on peut entendre une critique qui dit qu'en réalité, c'est de là qu'est venu le malheur de beaucoup de cultures africaines. C'est parce qu'elles ont accueilli et qu'elles ont accueilli des gens qui, pour le coup, étaient des ennemis. En tout cas, venaient avec l'intention très claire de dominer, d'écraser, de brûler, de réduire en esclavage, de vendre, de coloniser. Et à partir de là, il y a toute une réflexion aussi plus pessimiste sur le sens de la teranga, sur le sens historique de l'accueil. Mais voilà, c'est un mot en tout cas qui a une vraie résonance politique et sociale au Sénégal et qui a une vraie résonance sur le plan intime aussi, puisque tout ce qu'on m'a appris, l'éducation qu'on m'a donnée, passe aussi par le fait que, a priori, il faut faire le pari de la bienveillance et de la bonté de l'inconnu et de l'étranger.
Voilà. Même quand on ne le connaît pas, et peut-être même surtout quand on ne le connaît pas. Moi, j'aime bien étendre l'hospitalité aussi aux non-humains, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et j'aime bien du coup Ah ben oui. savoir les liens que tu pouvais. Enfin, j'aime bien me demander, en général, questionner sur ces liens-là aussi avec les non-humains. Ouais. Quelle Oui, forme bien sûr. d'hospitalité avec eux? Oui, mais les serrères, traditionnellement, viennent de cultures qu'on dit animistes. C'est le mot qu'on emploie souvent pour dire qu'en réalité, c'est une culture qui est en relation souvent avec des éléments de la nature, des éléments visibles, bien sûr, mais aussi des éléments invisibles. Mais il n'y a pas de cassure entre ces différents éléments-là, puisque chacun n'est qu'un canal, un médium pour parler, être en communication avec d'autres éléments. Donc, avoir une relation avec un arbre, avec certaines racines, avec la pierre, avec des lieux, n'est pas du tout absurde puisque ces éléments-là sont habités, sont peuplés, accueillent et reçoivent aussi des esprits, donc de personnes qui ont été humaines, qui ne sont plus, mais qui d'une certaine manière sont toujours là dans un royaume dit invisible. Donc c'est toute une culture, tout un ensemble de croyances, de traditions euh, qui insiste sur la question du rythme, du respect de la nature, du respect de ce qui n'est plus, puisque globalement, il n'y a rien qui soit mort au sens de qui ne soit plus. C'est-à-dire que le non-être n'a pas de sens. Tout est d'une certaine manière, que ça aille du minéral au végétal, au, à l'astral, tout est d'une certaine manière, et bien sûr l'humain prend place dans cette chaîne-là. Donc il y a une façon d'accueillir aussi ce qui n'est pas, à laquelle j'ai été moi-même initié et sensibilisé, ce qui n'entre pas du tout en contradiction avec le fait que j'ai reçu une culture, que j'ai reçu une éducation musulmane aussi. J'ai reçu les deux. J'ai reçu aussi une éducation européenne, française, d'une certaine manière, par la langue et par l'éducation à l'école, disons, par la scolarité. Donc voilà, j'ai un peu vécu en essayant de toujours accueillir voilà, ces différentes conceptions-là du monde et de l'être humain dans le monde aussi. Euh, Bien sûr, lorsqu'on dit cela, il y a la grande crainte qui est celle d'être réduit à à des catégories qui figent, qui sont des catégories anthropologiques, finalement, globales, qui ont été apportées par la colonisation, qui ont vite fait de figer ce type de vision du monde, oui, dans des mondes, oui, des cases qui seraient celles de l'anthropologie coloniale pure et dure. Ce serait de la magie, ce serait de la sauvagerie, ce serait une sorte de barbarie comme ça, ou de civilisation ou de culture arriérée. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on le dit, je n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. Je Mhm. dis simplement que c'est ma culture, que je l'ai vécue, que je sais ce qu'elle m'apporte, je sais ce qu'elle apporte à énormément de gens, et cela me suffit. Le regard ou le jugement que parfois je peux entendre à ce sujet de l'extérieur me fait souvent sourire, parce que c'est souvent un regard qui n'a aucune prise sur le quotidien très concret de ce que c'est que de vivre dans un environnement où on vous apprend qu'en réalité, le non-être n'est pas. Voilà. Et du reste, je viens d'une famille, donc la famille de mon père, disons du côté paternel, qui était plutôt une famille de bergers et d'éleveurs. Contrairement à la plupart des familles sérères, qui sont plutôt des familles paysannes, des familles d'agriculteurs qui travaillent la terre, eh bien, il y avait de temps en temps quelques petites exceptions. Et la famille de mon père était l'une de ces exceptions-là, puisque c'était plutôt une famille de bergers et d'éleveurs. Je raconte tout cela parce que j'ai eu, depuis tout jeune, une sorte de relation privilégiée, assez sensible avec les animaux
et avec particulièrement les vaches et les moutons, tout simplement parce que mon père en possédait et qu'elles vivaient dans la maison. Elles étaient là avec nous dans la maison. Donc, parmi les bruits de l'enfance, il y a aussi les bêlements, il y a les meuglements, il y a, euh, oui, le bruit des moutons les vendredis matins, puisque j'étais chargé avec d'autres cousins et mes frères un peu plus tard de leur faire leur toilette. Et c'était un rituel chaque vendredi matin de donner comme ça le bain aux moutons qu'on connaissait bien sûr, puisque chacun d'eux avait son nom. On arrivait parfois à les placer dans une généalogie, à savoir, voilà, quel était le géniteur de ce mâle ou de cette femelle. Donc oui, donc tout ça pour dire que, voilà, sur la question du non-humain, Hmm. là aussi, j'ai eu une pénétration assez lointaine par la culture sérère, mais aussi par le quotidien très concret et de la vie avec les bêtes, avec les animaux. Et je peux même raconter une petite anecdote pour finir sur ce sujet-là. Euh, il y a eu un jour où, à la maison, on a perdu, c'est-à-dire qu'il y a un animal, un mouton qui était mort, qui a perdu la vie. Et la tristesse qui s'était emparée de la maison ce jour-là reste peut-être l'un de mes premiers souvenirs de, de De la deuil, mort? d'une Ouais, de certaine deuil. façon. C'est qu'avant même de connaître de ce que signifiait la mort d'un être humain, d'un proche, etc., etc., je pense que j'ai d'abord compris ce que cela pouvait signifier parce qu'il y avait un mouton qui était mort dans des circonstances un peu étranges. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, ces moutons-là, d'une certaine façon, faisaient partie de de la famille, tout simplement. Ton, ton père qui... en fait, ces multiples strates me font penser à une question. Ton père qui était médecin, qui te parlait français, est-ce que dans la pratique de sa médecine, lui aussi avait diverses strates aussi, ou c'était une médecine euh, occidentale comme on peut la connaître ici en France? Alors, je crois que c'était une médecine plutôt occidentale, euh, parce que mon père était plutôt dans la planification des politiques publiques. Donc, c'était un médecin, bien sûr, il lui arrivait de soigner des gens, mais très tôt dans sa carrière, il a arrêté ça. Ce n'était plus D'accord, un médecin qu'on venait consulter. Il était plutôt dans la planification, la stratégie des grandes politiques publiques. Donc, par exemple, un certain nombre de campagnes de lutte contre le paludisme, contre le choléra, contre tout un ensemble de pandémies qui décimaient comme ça, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest au milieu des années 90, 80-90 mon père, enfin, ont été structurés par mon père avec d'autres médecins au Sénégal. Donc, je pense que sa pratique de la médecine était une pratique, bien sûr, qui considérait de larges échelles, mais qui considérait, et c'est là peut-être que ça devient intéressant et rejoint le début de notre conversation, qui considérait l'humain en réalité comme un élément de l'environnement. Donc en ce sens, qui devait avoir une certaine attention à ce qui se passait autour de lui, mais aussi avoir une forme de responsabilité, savoir ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire dans cet environnement-là. Donc c'était vraiment considéré la santé au sens générique, au sens de ce qui englobe pas simplement l'homme qui est malade ou qui n'est pas malade, mais qui considère, qui interroge la place de l'homme dans son environnement et ce qu'il doit pouvoir faire, ne pas faire dans cet environnement-là pour éviter de tomber malade, tout simplement. Mais oui, globalement, c'était une médecine tout de même plutôt occidentale. En tout cas, je ne l'ai jamais vu euh, avoir recours quand il était en train quand il avait une intervention publique sur sa pratique, recourir à une part de sa culture et de sa connaissance qu'il avait évidemment, qu'il détenait, mais dans son travail officiel, disons, il n'en a jamais fait montre. Ce n'est que ces dernières années, en discutant avec lui, maintenant qu'il est à la retraite, que j'ai compris que il tentait maintenant plutôt de diversifier son regard sur les choses, qu'il peut se le permettre maintenant qu'il n'exerce plus officiellement, d'une certaine façon. Hmm. Le-
pour préparer cette causerie, j'ai réécouté l'excellent podcast Bookmaker. Donc les trois volets que tu avais enregistrés en 2022, hein, il me semble, Ouais, pour Arte Radio. Et ouais, dès l'introduction, euh, on entend une citation qui est de toi-même, où tu dis: lorsque j'écris, je dois transposer l'imaginaire de ma langue maternelle. Je ne traduis pas d'une langue à l'autre, mais d'un imaginaire à l'autre. Je reste donc un étranger dans la langue française, qui est un héritage de la colonisation, ce qui peut mettre très mal à l'aise. Mais plutôt que d'en faire une difficulté, j'ai décidé d'assumer cette condition, une aventure ambiguë. J'aurais plein de questions rien que dans cette citation-là. Mais déjà, oui. est-ce que tu peux déjà expliciter, parce que la traduction est un des sujets de ce podcast, en tout cas de ce que j'appelle haute culture, cette haute culture que j'appelle de mes voeux. Euh, Quand tu dis je ne traduis pas d'une langue à l'autre, mais d'un imaginaire à l'autre, et que tu dois transposer cet imaginaire de ta langue maternelle, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu entends par là? Oui. Alors, ce que j'entends par là est une chose à la fois très simple et très compliquée. Ce que je veux dire par là, très simplement, le côté simple, c'est que traduire, ce n'est pas simplement une opération technique. Linguistique. Lorsque voilà, on ne sait pas simplement faire passer une phrase dans une autre langue, dans une autre phrase d'une autre langue. Ce n'est pas que cela. Sinon, je crois que la traduction est un peu incomplète, surtout quand c'est une traduction que l'on fait soi-même. C'est qu'avec une langue est aussi transporté tout un univers, tout une vision poétique, tout un champ euh, poétique, tout un champ d'images, tout un champ de métaphores, et parfois toute une culture. Et tout cela doit passer dans une autre langue, et il faut faire toujours ce calcul dans la traduction, une sorte de péréquation pour savoir que faut-il enlever pour mieux garder ce qui nous semble essentiel dans une autre langue. On se confronte aussi à la question de ce qui n'est pas traduisible. Et quand quelque chose n'est pas traduisible, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde comme intraduisible, comme dirait Barbara Cassin, ou est-ce que on tente tout de même de trouver des moyens de rendre cette question-là dans une autre langue, sachant qu'en effet, la langue n'est jamais nue en réalité. La langue n'est jamais nue. Autour d'elle, il y a toujours un imaginaire. Quand, par exemple, il m'arrive d'écrire et que je vois très bien qu'il y a un mot où le français ne suffit plus, où le français bute sur quelque chose, alors que globalement, je pourrais utiliser le français, trouver des périphrases, trouver d'autres images, mais que je vois qu'il y a une limite objective au français, je me rends bien compte que ce n'est pas simplement une question technique de capacité de la langue. Là, je bute simplement sur un imaginaire qui ne passe pas en Mhm. français. Je bute sur une façon de formuler une chose qui n'est pas simplement formelle, justement, qui est aussi, qui puise dans quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de plus profond là, eh bien, c'est c'est tout l'imaginaire et il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le faire passer d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est vraiment des imaginaires qui communiquent, ce sont les sphères culturelles qui communiquent. Mais je suis convaincu que toute sphère culturelle, précisément parce qu'elle est sphère culturelle, est capable d'accueillir une autre, l'expression d'une autre sphère culturelle. C'est pour cela que dans ma pratique de l'écriture, c'est le mot d'ouverture qui tient, qui arrive toujours en premier. Je ne pense pas qu'une langue ou une culture soit la seule à pouvoir exprimer ce qu'elle exprime. Cela peut s'exprimer autrement. Encore faut-il que dans cette autre langue, la langue d'accueil, il y ait l'ouverture nécessaire. Mais cette ouverture n'est pas naturelle. Je crois que cela dépend de la personne qui utilise cette langue-là.
Et mon rapport, par exemple, au français, est un rapport qui est toujours ouvert, qui est un rapport difficile, qui ne va pas de soi, parce que, encore une fois, ce n'est pas ma langue maternelle, mais dans ma pratique, du français, il faut qu'elle soit une langue ouverte. Parce qu'en moi, il y a plusieurs langues, plusieurs univers, plusieurs imaginaires. Il faut donc que le français soit ouvert si je veux pouvoir le faire dialoguer avec les autres langues. Mais pour celle qui t'a lu, on voit que tu as un vocabulaire qui est immense. Si on écoute ce fameux podcast dont je mettrai le lien, on sait que tu as très tôt collectionné les dictionnaires, collectionné les titres de joueurs de Scrabble. Oui, Donc oui, oui. le mot français, tu le connais bien mieux que la majorité des Français même. Mais du coup, j'ai une question, parce que cette réflexion que tu fais m'amène cette question. En quelle langue tu rêves, Mougar? Ah, ça, c'est très variable, c'est très aléatoire, parce que il y a clairement des jours où je sais que je rêve en français. En tout cas, j'ai l'impression de rêver en français. Certains jours, je sais que je rêve en serrère parce que dans mes rêves, ce sont des figures avec qui je n'ai jamais parlé que serrère qui apparaissent. Par exemple, quand il y a ma mère dans un rêve, je sais que ce rêve-là s'est déroulé en serrère. Parfois, c'est en Wolof parce c'est avec des gens avec qui je ne parle que Wolof, des copains d'enfance, par exemple, qui ne parlent pas serrère. Je sais qu'on a parlé en Wolof. Mais encore une fois, enfin, non, parce que c'est la première fois que je dis ça, c'est très difficile de savoir la langue dans laquelle on rêve, je pense. Parce que je crois, on peut le déduire, comme je viens de le faire, parce qu'il y a des éléments du rêve, des personnes dans le rêve qui vous donnent une indication, une petite piste, et vous dites, ah, puisque ma mère est là, le rêve devait se dérouler en serrère. Mais la vérité, ou parfois, quand on n'a qu'une seule langue, qu'on ne parle qu'une seule langue, on se dit, bon, ça ne peut être que dans cette Oui, langue-là. Mais bien même sûr. ça, c'est pas évident, parce qu'il y a, je pense, une langue particulière du rêve, qui n'est pas le français, le Wolof, le serrère, qui n'est pas une langue connue, qui est simplement la langue du rêve. Et on peut avoir l'impression que c'est une langue qu'on peut avoir en partage avec des animaux, avec des plantes, avec des créatures autres, avec des anges, avec je sais pas, des poissons, des baleines. Tout ce qui peut apparaître dans un rêve, finalement, parle cette langue-là. Et je pense que c'est une langue qui est spécifiquement, oui, la langue On est... du rêve, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Mais est-ce que quand tu... Alors, je vais sortir du rêve. Quand tu écris, ça t'arrive de devoir traduire du sérère pour écrire. Moi, j'écris comme... je fais comme si tu écrivais avec un stylo. Et oui, il y a un passage d'une langue à une autre. Oui, 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 parfois ça arrive qu'il y ait un passage d'une langue à une autre, mais quand ça arrive, c'est là précisément que je me rends compte que euh, ce n'est pas simplement la langue que je dois traduire là, parce qu'il manque quelque chose. C'est comme si, d'une certaine manière, euh, vous faisiez une, c'est une image un peu brutale peut-être, mais disons, puisqu'on parlait de la médecine tout à l'heure, euh, c'est comme si on faisait une sorte de transplantation euh, cardiaque. Vous transplantez un cœur d'un corps à un autre, cela fonctionne parce que cela peut fonctionner, disons, parce que là, le cœur est réduit à un organe tout à fait fonctionnel qui est relié à d'autres organes que tous les êtres humains possèdent. Et si tout est bien fait et que c'est compatible, ça fonctionne. En ce qui concerne la traduction, je ne pense pas que ça puisse être aussi simple. Vous ne pouvez pas transposer une phrase, en tout cas en ce qui me concerne, du serrère au français comme cela. Parce que la langue n'est pas simplement utilitaire, elle n'est pas que fonctionnelle, elle n'est pas un organe qui permet simplement de continuer à faire vivre votre histoire, à raconter votre histoire. Avec la langue, avec toute langue, se déplace aussi tout un univers. Par exemple, j'ai un exemple, je songe là à un passage de la plus secrète mémoire des hommes, qui est là, non pas le serrère, mais le Wolof. Il y a un passage du roman
où l'un des personnages dit euh, quelque chose comme mon chemin est un chemin de boue ou un chemin boueux, qui m'y suit sera taché. Ce qui est une traduction littérale d'une façon de parler en Wolof, un petit poème, Fimadjar, Kufadjar, Taqban. Euh, et là, quand j'ai fait cette traduction, je n'étais pas satisfait parce que je voyais très bien que j'avais fait de la traduction presque littérale, mais que j'avais oublié tout ce qui allait avec ce petit poème-là. Et tout ce qui allait avec lui, c'était un certain rythme, c'était des assonances qui étaient à l'intérieur, c'était une façon aussi de le dire dans un certain contexte, et tout cela était un tout petit peu perdu dans la traduction que j'ai faite. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, oui, tu ne peux pas traduire d'une langue à une autre. En tout cas, tu ne traduis pas seulement d'une langue à une autre. Pour que la traduction soit complète, il faut que tu traduises d'un imaginaire à un autre. Et l'imaginaire, c'est ce qui, au-delà de la langue, porte aussi le contexte, porte aussi l'histoire, porte aussi les rythmes, les circonstances aussi, la manière de dire les choses, le style particulier de quelque chose. Donc, euh, oui, il y a de plus en plus, parce que dans mes premiers romans, ce n'est pas très présent, mais depuis mes deux derniers romans, il y a de plus en plus l'incursion du Serer et du Wolof dans ce que je tente d'écrire. Et je prends beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et c'est très difficile en même temps de donner droit d'accueil à ces langues-là, parce qu'elles ne sont pas des langues étrangères, surtout elles. Ce sont mes langues aussi. Et elles réclament presque leur droit de s'exprimer et je leur dois de leur faire une place dans ce que j'écris en français. Et je pense que ça va continuer en se radicalisant. Et dans mes prochains livres, il se peut qu'il y ait de plus en plus de, oui, de phrases qui en français semblent bizarres, étranges, mais parce qu'elles viennent aussi d'autres langues et que j'ai tenté d'en traduire euh, pas simplement le sens technique, mais l'imaginaire, tout simplement. Bah alors, tu vois, je pense que ça fait écho à justement la deuxième partie de la citation que j'ai faite. Quand tu dis, plutôt que d'en faire une difficulté, j'ai décidé d'assumer cette condition, une aventure ambiguë. Bien sûr, on peut entendre, pour les amateurs de littérature mondiale, pas forcément de littérature africaine, un écho au chef-d'œuvre de Cheikh Hamidou Kané, L'aventure ambiguë. Moi, personnellement, c'est un roman qui m'a beaucoup parlé. J'ai pas compris tout de suite pourquoi il m'avait touché à ce point. Pour te dire, j'ai essayé de le faire lire à ma maman. Enfin, je l'ai fait lire à ma Oui, maman en disant voilà, oui, peut-être une clé pour que tu me comprennes, et peut-être que par ta lecture, je comprendrai mieux ce que ça a fait, pourquoi ça a fait tant écho chez moi. Finalement, elle n'est pas rentrée du tout dedans. Et en fait, j'ai compris des années plus tard ce qui m'avait marqué, c'est précisément cette figure de l'hybridité et tu sais d'être ce danger d'être bloqué dans l'hybride et pour pouvoir sortir éviter ce péril-là de l'hybridité, il faut atteindre la métamorphose. En tout cas, c'est la lecture oui, oui. j'en ai faite. Tu me diras si tu as à peu près la même. Euh, mais du coup, comment toi, tu te situes encore une fois, dans tous ces mondes, en fait, tu pourrais très bien être dans ce danger-là, d'être dans cette forme d'hybridité et finalement, t'es un peu, tu n'es plus tout à fait sérère, plus tout à fait Wolof, pas tout à fait français, parce que tu es tout ça en fait. Oui, Donc, oui. comment être compris tu t'adresses quand même, enfin, quand tu écris des récits, ben, tu t'adresses quand même à des gens. En tout cas, tu proposes de raconter une histoire. Oui. Mais comment être compris? En fait, tu vois les questions que ça pose. Et j'aimerais du coup t'entendre sur ce point-là. Oui. Euh,
En fait, le roman de Cheikh Hamidou Kane, je partage tout à fait ta lecture parce que je crois que c'est la lecture qui ne fait pas de la fin de ce livre une fin absolument pessimiste. Parce qu'on pourrait croire que ce qui arrive à la fin du roman, je ne veux pas le dévoiler ici pour ceux qui ne l'auraient pas lu, donne l'impression que quand on est entre deux cultures ou plusieurs cultures, on ne peut pas s'en sortir. Or, je crois que derrière cela, il y a l'idée que, au contraire, on peut dépasser cela. C'est presque par suggestion que Cheikh Hamidou Kane, je pense, fait le pari que on peut tout à fait surmonter les tenailles, le fait d'être en tenaille entre plusieurs cultures. Peut-être rappeler, Comment? Bougar, peut-être rappeler en une phrase le cœur du récit, peut-être. Alors, le cœur du récit est l'histoire d'un jeune Dialobé. Donc, c'est un jeune qui vient d'une famille assez noble, voilà, du pays Dialobé. C'est une ville, une province dans un pays qui n'est pas nommé, mais qui rappelle très fortement le Sénégal. Et ce jeune est tout de suite identifié comme étant très doué. Il est très versé dans les études religieuses, mais on sent aussi en lui une grande intelligence. Et tout le nœud du roman, de l'aventure ambiguë, consiste à se demander, dans un premier temps, s'il faut envoyer ce jeune qui s'appelle Samba Diallo à l'école française, et si, en acceptant de l'envoyer à l'école française, on ne prenait pas un risque, puisque, et c'est là la grande question du roman qui est posée à un moment, est-ce que ce qu'on acquiert à l'extérieur remplace ou vaut ou va tuer ou non ce qu'on a acquis chez soi? Est-ce que les acquis viennent détruire les fondements que notre culture profonde nous a donnés, surtout quand on change de culture et d'identité? Et tout le roman tourne autour de cette question-là, du basculement d'un monde traditionnelle, d'une culture traditionnelle africaine profonde, à la découverte d'une culture qui serait plus une culture européenne, française. La trajectoire de Samba Diallo est celle-là, et le roman réfléchit. Il y a beaucoup de personnages qui incarnent chacun une sorte de point de vue sur cette question-là, et sur le voyage, l'odyssée de Samba Diallo, qui est en effet celle d'une aventure ambiguë, puisqu'il est tendu entre deux cultures. Et tout le roman, à la fin du roman, il y a un geste assez dramatique, assez spectaculaire, qui pose cette question-là. Samba Diallo, est-il resté le même? Est-il devenu autre? A-t-il pu le supporter? N'a-t-il pas pu le supporter? C'est quelques-unes des grandes questions, et c'est pour ça que c'est un roman assez intemporel, parce que ça pose des questions qui se reproduisent aujourd'hui encore, on en parle aujourd'hui, et c'est vrai que ce sont des questions qui, dès l'aventure ambiguë, étaient présentes. Donc voilà très rapidement sur l'aventure ambiguë. C'est vrai que je suis confronté depuis quelques années, en tout cas au moment où j'ai commencé à écrire, depuis 10 ans maintenant, cette question m'arrive très très fortement. Qu'est-ce que cela signifie en étant africain, sérère, en vivant en France, alors j'ai passé 20 ans de ma vie au Sénégal? Qu'est-ce que cela signifie d'écrire en français, donc de me mouvoir dans un environnement culturel qui utilise une langue qui non seulement est différente des langues du Sénégal, mais a été une langue qui a voulu coloniser, faire disparaître les langues du Sénégal. Donc, il y a là une forme oui, de confrontation. Il y a là quelque chose qui est une chose qui est assez conflictuelle, parfois. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de ne jamais oublier, par exemple, ma base, le fondement de ma culture. Ça, j'ai toujours veillé à n'importe quel moment j'ai toujours veillé à garder en tête ce que j'ai reçu comme éducation au départ. Et cette éducation, une éducation purement sérère, est passée donc par les contes, je l'ai dit, mais aussi par une initiation que j'ai pu avoir traditionnelle, chère et sérère, à l'adolescence.
Et ce moment-là a été fondateur pour moi parce que je me suis dit, maintenant, je sais qui je suis. Et globalement, quand on sait qui on peut être en relation avec tout le reste du monde sans craindre d'être effacé, sans craindre d'être détruit par ce contact-là, parce qu'on a la conviction que la base ne bougera pas et que c'est une base ouverte, qui est solide d'abord, mais qui est aussi ouverte. C'est-à-dire qu'elle a été pensée pour faire de vous, pour vous faire comprendre, pour me faire comprendre qu'un être humain, c'était d'abord un être en relation, comme dirait Chamoiseau, comme dirait Glissant, par exemple. Un être humain, c'est un être en relation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, bien sûr, enraciné, qui est né dans un environnement, une culture qui a infusé en lui, mais que euh, cette culture ne prend sens, n'est activée que quand il est en relation. Donc, je cherche la relation. Je cherche la relation par l'écrit, je cherche la relation par le voyage, je cherche la relation par la conversation. Et je ne suis pas hybride au sens où je serai tendu entre plusieurs cultures. Je serai plutôt hybride au sens où, prenant appui sur une culture que je connais et dont je connais la solidité, je m'élance un peu vers tout le reste. C'est ça, je pense, l'hybridité, c'est le mouvement. Ce n'est pas l'hybridité au sens où les choses sont mélangées et figées. Ce n'est pas cela, parce que je crois que ça, c'est une vision de l'hybridité ou de l'hybridation qui finalement nous fait revenir à des questions d'essence, c'est-à-dire à des choses qui sont figées, qui ne bougent plus. Or, quand on prend la question de l'hybridité par la relation, c'est-à-dire par le mouvement, le fait d'aller vers ou d'accueillir, c'est plus intéressant. Parce que tout simplement, ça insiste sur l'idée euh, de, de l'échange, vraiment sur l'idée de l'échange, de la curiosité, de l'hospitalité, et pas de la tension entre plusieurs cultures. Après, je dis ça, c'est mon cas très personnel. Et je comprendrais très bien que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une assise dans une culture donnée et qui est de fait entre plusieurs cultures, ait plus de difficultés à s'orienter là. Euh, Ça, je peux le comprendre. Oui, parce Mais que, la situation là est différente, est un peu différente. ouais, parce que tu apportes quand même un point essentiel, en tout cas essentiellement différent. Tu cites glissant quand tu cites glissant dans la relation au chamoiseau et glissant dit changer en échangeant avec l'autre sans se perdre ni se dénaturer. Sauf que toi, du coup, tu commences en disant je suis ancré très profondément dans ma culture sérère et tu parles d'essence et tu dis je sais qui je suis et tu le lis à cette question-là de ton initiation sérère et de ton ontologie sérère. Du Hum, coup, est-ce que hum. pour toi, est-ce que malgré tout, là où on est né, c'est ce qu'on est, du coup, profondément? Oui, je crois que, en tout cas, que l'endroit où on était né avait une grande importance dans la conception qu'on avait du monde, tout simplement. Tu as raison de souligner que dans la réponse que j'ai donnée avant, ça peut donner l'impression que oui, il y a des essences à l'origine euh, et qu'ensuite ces essences-là vont simplement se croiser avec d'autres. Mais je crois que dans l'éducation, dans les exemples qu'on a, dans les leçons qu'on a quand on est jeune, il y a une conception du monde qui apparaît. Et il se trouve que dans la conception du monde qui a été la mienne, qui m'a été inculquée et transmise, euh, il y a la question de l'ouverture qui était arrivée très tôt, qui n'est pas différente d'ailleurs de la question de l'hospitalité. Je pense que les deux sont assez, se croisent à un certain moment. C'est l'idée de dire qu'en effet, tu peux être quelqu'un, tu peux être qui tu es, mais tu ne t'accomplis vraiment comme ce que tu es que quand tu te confrontes à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui ne vient pas de qui tu es. Donc c'est très paradoxal parce que c'est une conception qui peut être assez essentialiste, assez culturaliste de l'individu qui grandit dans un environnement qui le façonne par sa culture et son essence. Mais dans le même temps,
cette culture et cette essence-là disent que finalement, ce qui nous fait atteindre le stade suprême et peut-être le stade meilleur, le meilleur stade de ce qu'on est comme être humain, c'est vraiment la rencontre, c'est le voyage, c'est la curiosité, tout simplement. Donc, il y a une sorte de base qui est donnée, mais cette base t'encourage presque à aller chercher ailleurs, t'encourage presque à faire, à entrer en relation avec d'autres sans te dénaturer, mais sans dénaturer les autres aussi. C'est aussi ça qui, pour moi, ça va dans les deux sens. C'est ne pas craindre d'être dénaturé parce que tout simplement, il y a une base assez solide, mais aussi ne pas chercher à dénaturer les autres parce que ça peut être le début d'un geste, oui, de prédation, tout simplement. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai eu un peu les deux. Euh, au départ, je crois qu'à l'origine, on m'a vraiment donné, euh, on m'a épargné, si tu veux, les affres de la quête d'identité. Mhm. C'est-à-dire que je n'ai jamais grandi en me disant qui suis-je, si Ouais. tu veux. Parce que tout simplement, je sais à peu près qui je suis, d'où je viens. Mais ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est où est-ce que je vais et avec qui vais-je entrer en relation pour atteindre une oui, une version de mon humanité qui est plus haute, qui est plus belle. Ça ne peut venir que par le parcours personnel qu'on a, par les choix qu'on fait, par la vision ouverte du monde qu'on a. Et je pense que cette vision ouverte, elle est arrivée très tôt euh, chez, chez moi. Donc c'est vraiment c'est étrange à dire, mais c'est presque une essence ouverte. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est une essence qui est ouverte, euh, oui, c'est une racine mobile, tout simplement. C'est vraiment quelque chose et je crois que c'est la spécificité de ce que j'ai eu. Bah, c'est ce que disait Senghor en réalité. On l'a critiqué pour beaucoup de choses, mais quand il a tellement insisté sur ce couple enracinement et ouverture, c'est pour moi ce qu'il voulait dire. On ne s'ouvre mieux qu'en étant parfaitement enraciné. On atteint ce qu'on appelle universel que quand on sait que l'universel est déjà chez soi. Quand on sait que l'universel est partout, c'est-à-dire par définition chez soi, on sait qu'on est déjà porteur d'une forme d'universel. Mais c'est une forme d'universel qui n'est pas figée et qui doit s'enrichir parce qu'elle entre en contact avec d'autres formes d'universel qui sont, qui sont ailleurs, qui sont dans le monde et que chaque être humain, selon l'endroit d'où il vient, porte aussi. Il y a une magnifique lettre qui va complètement dans ce sens aussi d'Amadou Hampâté-Bâ à la jeunesse africaine. Je ne sais pas si tu as déjà lu, entendu cette Non, lettre. je ne l'ai pas lu. Je ne pense pas, en tout cas. Lettre à la jeunesse africaine, Amadou Hampâté-Bâ, qui va complètement dans ce sens-là. Est-ce que finalement, c'est pas ces éléments-là qui te reviennent un peu, t'es un peu un dommage collatéral, j'allais dire, de ces questionnements-là très, très importants, hein. Lorsqu'il y a la polémique, le scandale, je ne sais pas, autour du livre De purs hommes, de Purs Hommes, euh, où finalement on vienne tout d'un coup dans le débat, d'ailleurs, sur un livre dont on reparle, mais qu'après le prix, ton prix ouais, Goncourt, donc ouais. non, pas 3 ans avant. Si, ouais, 3 ans, Trois 3 ans ans après, après, ouais, oui, oui, oui. 3 ans après. Et finalement, finalement, l'enjeu du débat, c'est la crainte qu'une culture extérieure vienne pervertir euh, une culture de l'intérieur. Non, ça peut être une lecture, en tout cas, de ce scandale, non? Non, bien sûr, qui n'était pas du tout uniquement littéraire ou simplement uniquement social. C'est que le fond de la question était c'était une polémique culturelle. C'était vraiment de se dire qu'en réalité, on ne pouvait écrire certaines choses que parce qu'on était acculturé, que parce qu'on était sorti de sa culture d'origine, que parce qu'on était sorti de sa religion d'origine, que parce qu'on avait été perverti finalement par une culture étrangère. Et
ce que j'ai toujours dit, c'est que, bien sûr, les craintes de prédation et de gestes coloniaux sont tout à fait fondées quand on est un Sénégalais, un Africain, parce que précisément, l'histoire est celle-là. Notre histoire est aussi celle-là, c'est-à-dire celle de peuples qui ont été traumatisés par la violence coloniale et qui redoutent qu'elle revienne sous d'autres formes en prenant, voilà. Donc, je comprends tout à fait cette crainte-là. Je la comprends. Mais ce que j'ai toujours répondu aussi, c'est que là, je ne parlais même pas de d'autres cultures. Je parlais de la culture sénégalaise, tout simplement. Tout ce que je décris dans ce roman, tout ce que je raconte, se passe à l'intérieur de la culture sénégalaise. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est le sujet de l'homosexualité, hein, pour ceux qui n'ont pas lu depuis. Globalement, c'est sur ce sujet-là et sur la manière dont la société sénégalaise perçoit des personnes homosexuelles ou différentes de façon générale. Et j'ai toujours dit que non, ce que je racontais se passait à l'intérieur de la société sénégalaise avec des questionnements spécifiquement sénégalais auxquels on pouvait bien sûr associer une crainte d'une forme de colonisation. Mais quand, par exemple, une foule va déterrer un corps qui est suspecté d'être celui d'un homosexuel, c'est une question spécifiquement sénégalaise et l'Europe, par exemple, n'a rien à voir là. C'est que ça doit interroger quelque chose à l'intérieur de la société et qu'il faut pouvoir le regarder. J'ai toujours aussi dit... Toi, pardon, Mougar, juste pour préciser, toi, ça part, dans le livre, ça part d'une vidéo, mais en fait, toi, déjà au lycée, c'était déjà une vidéo qui circulait, une vraie vidéo qui circulait, dont tu t'inspires pour le livre, mais une vraie vidéo donc, que tu as vue à ce moment-là au lycée. Donc, tu aurais pu très bien, même à ce moment-là, déjà écrire une nouvelle, finalement, on peut imaginer, sur les questionnements que te pose parce que c'est hyper violent quand même. Et c'est un corps dans un cimetière, une scène, une nuit, des gens qui sont... Il y a à la fois des rires, des cris, des trucs... et on y va avec les pelles et on va déterrer un corps sans savoir en plus si vraiment, en plus, il était homosexuel ou non. C'était vraiment la suspicion, c'était la rumeur. Voilà, on lui prêtait, quoi, a priori, comme ça, une vie d'homosexuel. Et comme tel, on ne pouvait pas accepter qu'il repose dans un cimetière et donc une foule est allée le déterrer. Il y a eu une vidéo à l'époque, dans les années 2008, 2007, 2008, qui a circulé entre les téléphones. Donc je l'avais, je l'ai vu. Et tout cela se passait dans cette société-là. Et je voulais interroger ça. Comment se fait-il que cela existe? Et cette question-là, on peut tout à fait la poser sans nécessairement que pour l'expliquer, on doit dire oui, mais c'est les Occidentaux, c'est la culture étrangère qui vient nous dominer. Je pense que ça peut venir beaucoup plus loin. Mais le geste même littéral, les premières réflexions qu'on a, c'est pourquoi est-ce que cela se passe dans notre société. Et c'était ça vraiment l'enjeu. L'un des enjeux profonds de ce roman de Purs Hommes, c'était celui-là. Comment est-ce que parfois, pour éviter de regarder la violence qui s'exerce à l'intérieur de sa propre société, de sa propre culture, on va justifier ou on va prêter cette violence-là à une culture étrangère. C'était aussi ça, la grande question. Comment arriver à affronter à l'intérieur de la société sénégalaise notre propre violence sur cette question-là, sans nécessairement nous réfugier derrière le fait, ce que j'ai beaucoup entendu, qu'en fait, comme ça venait de l'étranger, donc c'était une menace pour notre culture, en oubliant ou en faisant semblant d'oublier qu'il y a des recherches, des travaux très importants qui montrent que la question de l'homosexualité comme fait anthropologique était présente dans toutes les sociétés. Ça n'avait pas la même expression, ça n'avait peut-être pas la même signification, ça n'avait pas la même connotation purement de genre ou de pratique sexuelle, mais ça avait simplement la connotation d'un fait anthropologique qui était présent un peu partout et qui avait des expressions sociales différentes. Et ça, il faut pouvoir le regarder sans nécessairement aller dire que c'est une importation occidentale, tout simplement. Et c'est vrai que c'est le fait, par exemple,
d'avoir pu voyager, le fait d'avoir pu lire des textes d'autres cultures, le fait de ne m'être pas fermé à l'invitation intellectuelle et sensible que ces autres cultures me faisaient, a peut-être favorisé le fait, voilà, une facilité pour moi au moment d'écrire sur cette question-là, c'est-à-dire un refus d'être enfermé dans les codes culturels qui étaient ceux de ma société de départ. Parce que, encore une fois, l'éducation profonde que j'ai reçue est une éducation qui, oui, qui me porte vraiment à me demander ce qu'est l'humanité dans son sens le plus haut et où qu'elle se trouve. Où qu'elle se trouve, dans n'importe quelle personne, dans n'importe quelle âme qu'elle se trouve, la question est celle-là. Qu'est-ce qui fait de cette personne un être humain? Et je pense que c'est vraiment cette question-là qui a guidé un certain nombre de mes romans, de mes textes, et celui-là en particulier de Pur. C'est en... je t'ai cité, mais en fait, je ne m'attendais pas à te citer, donc j'avais pas la citation. Donc je t'ai pas vraiment cité, mais dans l'épisode avec le philosophe Norman Ajari, à la question que j'aime bien poser de quelle est un peu la méta-question, l'obsession euh, que mon invité creuse en fait dans son travail, euh, Norman Ajari, du coup, m'a fait penser assez spontanément à toi quand il m'a dit que finalement, s'il fallait aujourd'hui la cerner, ça serait peut-être la question de la négativité. Il a voilà, un travail sur euh, la destruction du réel, l'annihilation du réel. Euh, et j'ai eu un passage de Purs Hommes que j'ai pas pu citer, du coup, encore une fois, désolé, Mougar, Ouais. mais Non, non. qui m'a profondément marqué, puisque tu le dis, en gros, que il y a une fraternité dans l'amour, mais aussi dans la violence. Et c'est vrai que on est, quand on pense fraternité, on pense frère en amour. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être un héritage tu vois, catholique sûrement d'ailleurs, c'est intéressant. Mais que tu rappelles cette fraternité en violence me semble aussi très, Ouais. très, très parlante et ça m'a beaucoup marqué. Oui, ce que dit Norman Ajari est très intéressant. Je pense que en tout cas, dans les sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui, je crois que réfléchir à la négativité, donc à ce qui vient et qui oblitère, qui cache, qui réduit au silence, qui réduit à la brutalité, qui violente énormément, fait sens, vraiment. Parce que pour reprendre par exemple des exemples tout à fait contemporains, tout à fait actuels et très politiques, quand on observe par exemple l'érection d'un certain nombre de régimes brutaux, dictatoriaux, de plus en plus autoritaires, de plus en plus fascistes ou fascisants, on peut se poser la question. Bien sûr, c'est facile, ça pourrait être facile de dire, ouais, mais ce sont des fachos, ce sont des brutes, et on n'a rien à voir avec eux. Ce qui pourrait être tout à fait vrai. Mais lorsqu'on est, par exemple, un artiste ou un intellectuel et on est sensible à la question de la négativité, la question qui se pose, c'est plutôt de dire comment en est-on arrivé là, ou plutôt qu'avons-nous en commun avec ces gens-là? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là puissent exister, puissent avoir une légitimité, puissent exercer cette légitimité-là en toute impunité et en toute violence? Quelle est notre part de responsabilité comme être humain finalement dans la création ou la starification ou vraiment la prise de pouvoir de personnes comme cela? Et là, la question de notre rapport à la violence, de notre rapport à la mémoire et à l'oubli, de notre rapport à la responsabilité et à la lâcheté, de notre rapport, oui, à la colonialité, à ce qu'on a pu commettre, pas nous personnellement, mais historiquement, ce qui a été commis et dont on continue à bénéficier aujourd'hui, parfois en toute impunité, toutes ces questions-là sont posées. Et je pense que ce qui a été annihilé par le passé, ce qui a été détruit et qui nous revient
aujourd'hui sous des formes diverses, interroge vraiment la question du négatif, de la violence, et de ce qui fait qu'il y a une grande partie de l'humanité qui se construit aussi par la violence. C'est triste à dire, c'est absolument désespérant. Heureusement qu'il n'y a pas que ça, mais globalement, on constate aussi qu'il y a que la violence est aussi un mode de relation, et chacun de nous doit se demander ce qu'il faut faire pour ne pas la laisser éclater, pour ne pas la laisser triompher. Et je pense que l'une de mes grandes obsessions comme romancier, c'est aussi celle-là. La violence. La violence et la façon dont un individu y prend part ou non. Un individu se demande quelle relation il a avec elle ou non, et comment un individu tente de se battre pour ne pas la laisser le dominer. Mais tu vois, je pensais que tu allais aller là-dessus. Norman Najari dit que c'est étonnant, mais il a beaucoup. Enfin, il dit pas que c'est étonnant, mais il a beaucoup de témoignages qui lui disent merci, merci de rompre avec cette positivité toxique. Est-ce que du coup, et alors pardon, je vais préciser quand même, ces témoignages, il le dit, c'est souvent des personnes noires de génération plus ancienne, peut-être que la sienne, et, et il y a aussi toute une réflexion sur la nécessité de revenir sur une forme de stupeur de là il cite Fabien Eboussi-Boulaga en parlant de la stupeur, de la déshumanisation, et que tant qu'on n'a pas réglé cette question-là, il ne pourra pas y avoir, on ne pourra pas faire communauté. Et là aussi, je trouve intéressant la réflexion. Et, si je boucle avec ces régimes brutaux qui sont mis au, voilà, qui connaissent aujourd'hui une fort, un fort plébiscite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi même, et si on va, pardon, je suis un peu décousu, mais cette notion de destruction, on peut le penser aussi à la mort, hein, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas, à force de passer à côté, de vouloir éviter ces questions-là, de mort, d'un passé, un passé violent, est-ce qu'à force de vouloir les éviter, elles ne reviennent pas d'autant plus fort, en fait, aujourd'hui, en plein visage? Oui, oui, bien sûr, mais c'est vraiment la mécanique des oublis historiques. C'est que bien sûr, ça peut fonctionner pendant quelques années, pendant quelques siècles, parfois même pendant quelques millénaires. Mais ce qui était au cœur de si ce qui était au cœur de cet oubli était un geste de violence, il ne faut pas s'attendre à ce que cela disparaisse dans le temps. C'est que il y a dans le roman de Boubacar Boris Diop, son dernier roman qui s'intitule Un tombeau pour Kiné-Gadio, un épisode qui est assez intéressant là. Dans une scène, il y a un personnage qui dit « On peut faire semblant d'oublier un événement qui fut pour nous traumatique. Mais si on fait semblant d'oublier ça, on n'oubliera jamais qu'on a fait semblant. » Ce qu'il dit par là, d'une certaine manière, c'est que la mauvaise conscience est aussi là. Et il explique parfois le fait qu'il y ait des régimes violents qui arrivent. C'est qu'ils n'arrivent pas toujours parce que il y a en face des héritiers des mémoires effacées, les héritiers du mémoricide, des héritiers ou des descendants de cultures qui ont été brutalisées, dominées, colonisées, qui demandent réparation, qui demandent justice, qui demandent à ce qu'on répare ce qui a été détruit, qu'on le répare au moins symboliquement ou en reconnaissant la faute et la responsabilité. Il y a ça, mais il n'y a pas que cela. Je pense qu'à l'intérieur même des sociétés dont les dirigeants ou les élites ont pu commettre ces actes de violence-là, il y a une mauvaise conscience qui demeure. Et cette mauvaise conscience-là conduit parfois à presque, pour éviter de se confronter au problème, à mettre en place ou à élire donner du pouvoir, une légitimité à des régimes brutaux, encore plus brutaux, c'est-à-dire ceux qui pourraient continuer à nous maintenir dans l'illusion qu'on n'a rien fait, dans l'illusion de l'oubli et dans l'illusion qu'en réalité, nous sommes les victimes et nous devons nous défendre et que là, la brutalité est nécessaire. C'est pour ça qu'il apparaît, par exemple, pour prendre l'exemple de la France,
des sortes de mots comme ça, de concepts qui renversent la question de la violence, qui font que maintenant ceux qui sont violentés ou ceux qui veulent se faire passer pour violentés sont ceux qui ont violenté et qui refusent surtout de faire le travail de mémoire, le travail de reconnaissance de la faute qui a été commise. C'est presque un redoublement de la mauvaise conscience, un redoublement de la honte qui produit encore plus de brutalité. Bien évidemment, les descendants de ceux de cultures ou ceux qui viennent de cultures qui ont été tués, dévalorisés, minorisés, se battent. L'élite essaie de faire entendre leur voix. Mais je pense que sur le plan psychologique, profondément, à l'intérieur de certaines sociétés, c'est la mauvaise conscience qui mène aussi à l'érection de pouvoirs de plus en plus brutaux, de plus en plus violents, parce que l'équation dans l'esprit de ces figures brutales-là est simple. Si on fait preuve de responsabilité, si on reconnaît notre faute, cela veut dire qu'on est faible, cela veut dire que tout ce qu'on a entrepris était faux, cela veut dire que nous sommes des menteurs. Les autres, donc ceux qu'on a dominés, peuvent nous traiter de menteurs. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous traiter de menteurs. Parce que ça, ce serait l'ultime aveu et ce serait la fin de notre monde. Dans le discours sur le colonialisme, c'est ce que Aimé Césaire dit au début. Il dit en réalité que les peuples qui furent colonisés savent désormais que leurs maîtres blancs européens mentent. Ils savent qu'ils mentent. Donc ça, c'est un premier geste. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dans le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'on a été un menteur et qu'on est un menteur toujours, je pense que s'enracine la violence politique que l'on vit aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Europe, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et même parfois sur le continent, bien sûr, sur le continent africain, un peu partout. Comme on arrive sur, vers la fin de cette conversation, là, malheureusement, il faut que je t'entende sur une des autres disciplines, un des autres arts de cette haute culture, qui est celui de la narration, du récit, qui forcément est très lié à la mémoire ou à l'oubli, à la transmission. Qu'est-ce qui fait selon toi un grand récit, une narration qui va traverser les temps? Tu sais, j'avais été surpris de voir à quel point, tu sais, on avait mangé après la rencontre à la librairie des Volcans, on avait mangé avec une partie de l'équipe de la librairie, et je m'étais rendu compte à quel point je savais que tu lisais beaucoup, mais pour moi, tu vois, j'étais dans une image de l'écrivain qui lit beaucoup, mais qui lit beaucoup les classiques, tu vois, et je me rendais compte que tu lisais en fait tout ce qui, aussi ce qui sortait, entre guillemets. Tu lis beaucoup tes confrères, tes consoeurs, et, et je l'ai rappelé en début d'émission, tu as fait une recherche en littérature, donc peut-être tu t'es posé cette question toi-même de qu'est-ce qui fait pas un bon récit. L'idée, c'est pas d'avoir une recette, mais qu'est-ce qui fait qu'un récit traverse le temps, traverse les frontières. Ça, c'est très difficile comme question. Mais je crois que tu m'as déjà donné une petite aide en la matière. Parce que je crois que ce qui finalement fait qu'un texte traverse le temps, peut traverser le temps, c'est qu'il ne se soucie pas de cette question-là. C'est qu'il ne se soucie pas du fait, il ne se soucie pas de la postérité. Il se soucie au contraire d'être le plus contemporain possible. Et cela veut dire le plus proche de la forme de son époque. Et quand je dis la forme de son époque, ça ne veut pas dire reproduire le langage de son époque. C'est plutôt tenter de dire quelle est la forme profonde de son époque. Qu'est-ce qui fait que cette époque arrive à ce moment-là? Cela veut donc dire aussi que c'est une œuvre qui a le souci du passé, de ce qui l'a précédé. Parce que je crois que ce n'est que par une confrontation ou une réflexion en miroir avec le passé qu'on peut arriver à dire ce qui pourrait être contemporain
aujourd'hui. Cela veut dire trouver la langue qui, dans son rythme, dans ses images, dans sa poésie, arrive à donner une métaphore de sa propre époque. C'est vraiment ça. Pour moi, un texte qui va durer est un texte qui arrive à donner une métaphore très puissante de l'époque dans laquelle il a été écrit. Et c'est précisément parce que cette métaphore-là est bien faite qu'elle a eu recours aux bonnes images, qu'elle a une chance de traverser les époques qui arrivent. Parce qu'elle sait ce qui a été fait avant elle, qu'elle évite de le reproduire, mais qu'elle sait aussi que ce qui a été fait avant est le seul repère qu'on a. Et que par rapport à ce repère, il faut tenter de trouver un petit écart. Voilà un autre mot qui pourrait me servir de définition. C'est l'écart, c'est-à-dire ce qui cherche toujours à, à voir l'interstice à l'intérieur d'une société, à l'intérieur du langage d'une société, l'interstice qui est celui où la poésie peut se loger. C'est vraiment là, voilà, c'est très difficile hein, comme question, mais c'est vraiment l'écart entre la norme et la nouveauté. C'est vraiment dans cet espace-là qu'une œuvre qui prétend en tout cas, dire quelque chose de son époque doit pouvoir s'inscrire. Éviter les normes et voir ce qu'il y a à côté de la norme qui peut voilà, et c'est un mélange de beaucoup de choses. Là, tout se travaille dans les thématiques, là, tout se travaille dans le langage. Mais en tout et pour tout, pour moi, ça doit d'abord arriver à une image, quoi. Pour moi, l'image, non pas l'image, celle qu'on subit, pas l'image des écrans, mais l'image qu'on crée, c'est vraiment celle-là qui arrivera à faire passer une œuvre, voilà. C'est pour ça que je parle de métaphore. Voilà, c'est vraiment donner une métaphore de son époque, c'est-à-dire donner littéralement une image, transporter une image de son époque. C'est marrant parce que, alors peut-être que je suis influencé par ce que j'ai écouté ce matin, Bookmaker, mais quand tu dis ça, j'ai tout de suite un auteur qui me vient en tête, c'est Balzac. Mhm. Ah oui, oui, bah, voilà par exemple quelqu'un, je pense, qui est resté dans le temps, pas nécessairement par la beauté de son écriture, parce que là, il y a dans son style, par le style en tout cas, ce n'est pas le plus impressionnant de tous. Il est même parfois considéré comme étant un peu lourdingue. Mmh. Mais il y a dans cette capacité à saisir, à donner des métaphores puissantes de son époque, non seulement des métaphores sociales, de situations, de types sociaux aussi, de mouvements sociaux, mais aussi des métaphores plus liées aux questions invisibles. C'est quelqu'un qui s'est par exemple beaucoup intéressé à l'alchimie, au fantastique, et à une époque où on jurait que par la bourse et par l'industrialisation, c'est quelqu'un qui a prêté attention à d'autres formes de rapport au monde, y compris des formes fantastiques. Et je crois que c'est aussi tout cela qui fait que Balzac traverse les époques et est devenu un classique. C'est que l'image qu'il donne de son temps est à la fois fidèle et infidèle parce il est déjà un peu à l'écart de l'image qu'on peut se faire de la première moitié du 19e siècle puisqu'il n'a écrit que là. Et oui, je crois que c'est quelqu'un qui a un sens comme ça de la photographie apparaît ou se fixe à peu près au même moment. Et je crois que c'est quelqu'un qui a tenu à donner des photographies littéraires de son époque. Et avec une ambition, une gloutonnerie qui est assez désarmante puisque il a voulu étendre ça vraiment à toute sa société. Vraiment. Pas simplement à quelques univers, mais à quasiment tous les univers sociaux. Et oui, avec un appétit et une puissance parfois désordonnée, mais qui est réelle, quoi, qu'on ne peut pas nier.
Et Balzac a été l'un des auteurs qui m'ont le plus nourri. Et c'est d'ailleurs, oui, tu as raison de pointer du doigt le fait que je revienne à ces questions-là, de trouver des métaphores, des images de la société, de pouvoir être contemporain de son temps, de son époque. C'est parce que, oui, je crois que Balzac, clairement, joue un rôle. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi à l'adolescence et qui m'a permis de comprendre que, en réalité, ce que j'observais dans la société sénégalaise, sous d'autres formes, c'était déjà produit dans une autre société, un, deux siècles auparavant, euh, parce qu'il s'est attaché au type, aux mécanismes sociaux et psychologiques. Voilà. Est-ce que tu, tu peux déceler à la lecture d'un livre si potentiellement il peut traverser le temps? Tu peux le déceler dès maintenant? Alors, c'est difficile, on ne peut jamais le déceler, mais on fait des paris. On fait vraiment des paris. Moi, il m'arrive de lire un livre et de me dire, ce livre-là, même s'il a une reconnaissance pas très forte, nuancée aujourd'hui, va rester parce qu'il arrive à saisir de notre époque quelque chose. Voilà, des névroses de l'époque, des fragilités de l'époque, des vulnérabilités, des obsessions aussi, des tabous, de ce qui se cache dans cette époque-là. Il arrive à le saisir. Et même si évidemment, mais c'est rare hein, parce que je pense que la plupart des livres qui sont publiés tentent de faire ça, mais n'y arrivent pas toujours. Mais ceux qui y arrivent, oui, ceux-là traversent les époques. On a parlé de Balzac. Bolagnon est un autre écrivain qui a beaucoup compté pour moi, Roberto Bolagnon, le Chilien, parce que je crois que dans les textes, les grands textes qu'il a écrits, et particulièrement dans 2666, il y a quelque chose qui est saisi de l'aube du 21e siècle. C'est-à-dire un siècle qui est, qui arrive directement après un siècle d'extraordinaire violence, de souffrance, d'apocalypse, et qui doit traîner cela comme une sorte d'ombre. Voilà, c'est que le 21e siècle est quasiment l'ombre, la mauvaise conscience, la douleur, l'expiation, tentative d'expiation du 20e siècle. Et on le voit aujourd'hui. Et Bolagno a annoncé tout ça, vraiment à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle. Et je pense que son œuvre va rester pour ces raisons-là. Parce que non seulement on trouve la métaphore, mais on trouve le langage ou l'image pour exprimer la métaphore. Et ça, c'est assez dingue. Et récemment, dans la littérature contemporaine, il y a un auteur que j'ai lu qui vient de Finlande, qui s'appelle Matti Liukkonen. Voilà, par exemple, un exemple type d'un livre que j'ai lu en me disant, ce livre-là va rester parce qu'il comprend quelque chose de très profond dans l'époque. Le titre, Le c'est livre quoi? s'appelle O. Oh, Le livre d'accord. s'appelle O ou Ouais. Zéro. En tout cas, c'est un cercle. Et dans ce livre-là, il y a, je pense, une métaphore très puissante de l'époque dans laquelle on vit. Et même si le livre n'a pas eu un franc succès, énorme succès, je suis convaincu, mais c'est un pari que je fais, je ne peux pas en être sûr, que dans 20 ans, 30 ans, il sera encore là, parce qu'il aura réussi à donner une image très profonde de notre temps. Tu parles de névrose, d'obsession, encore une fois, tout un registre de la négativité. Pourquoi il est si dur, que ce soit dans la littérature ou, et c'est encore plus vrai dans la musique, j'ai l'impression, d'écrire sur l'amour ou sur justement la positivité? Est-ce que c'est l'écrivain ou c'est le lecteur qui est réticent à ces sujets-là? Non, je pense que ni l'écrivain, ni le lecteur n'est réticent à cela. Je pense que simplement, la condition humaine, en tout cas, c'est ainsi que je vois la chose, est une condition qui est d'emblée tragique, parce qu'on sait très tôt qu'elle s'achève par la mort, et qu'on sait très tôt donc qu'elle s'achève dans un événement qui vient presque réduire à néant tout ce que l'existence a été. En tout cas, on peut se poser la question de ce point de vue-là, en se disant, quand on sait qu'on va mourir, qu'on arrive en sachant qu'on va mourir, euh, comment regarde-t-on notre existence? Bien évidemment, l'amour nous aide à tenir. Bien évidemment, l'amitié nous aide à tenir. La bienveillance nous aide à tenir. Euh, mais le drame, c'est peut-être de se dire que, sachant qu'on va mourir, pourquoi est-ce que
le monde n'est pas un lieu, en tout cas l'existence humaine n'est pas un lieu de pure positivité. Alors qu'on sait que ça va se terminer de toutes les manières par la mort. Pourquoi, sachant que tout cela aura une fin, que ça va s'achever voilà, dans la fin de tout, dans l'oubli, pourquoi, sachant tout cela, l'être humain est quand même capable de commettre le mal, est aussi obsédé par la domination, par la violence, etc., etc. C'est ça qui est fascinant. C'est que sachant la fin et sachant tout ce qu'on pourrait faire pour que la fin ne soit pas tragique ou qu'elle ne nous plonge pas dans euh, oui, dans la négativité absolue, sachant tout cela, on continue quand même à commettre des actes et des gestes tout à fait négatifs et violents. C'est ça qui est vraiment mystérieux. C'est sachant qu'on va mourir, pourquoi est-ce qu'on continue à maintenir les ombres entre nous? Et ça, c'est assez fascinant et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'écrivains s'intéressent à ces questions-là et d'artistes, pas parce qu'ils minorent l'amour, mais parce qu'ils se demandent, c'est presque au nom de l'amour qu'on écrit ces choses-là. Mhm. Pourquoi est-ce que l'amour n'est pas la chose la plus importante alors qu'elle le devrait, puisqu'on va tous mourir et que le temps qui nous est donné est limité? Pourquoi perdre du temps à s'adonner à la violence, alors qu'il y aurait la possibilité de l'amour pour tous? Et une fois qu'on pose cette question-là, c'est fascinant parce qu'on plonge vraiment en soi pour chercher euh, l'origine des ombres et le pourquoi de ces ombres-là. Hmm. Merci. Merci pour cette réponse, pour ces réponses qui donnent à méditer. Euh, mes deux dernières questions, qui sont des questions fermées, Mohamed, puisque là, on est vraiment à la fin de la discussion. Ok, d'accord. Promis. Est-ce qu'on te retrouve, est-ce qu'on va te lire de nouveau bientôt? Alors, tout dépend de ce que tu entends par bientôt. Tu sais, j'ai une conception très extensible du temps, donc je pourrais dire tout à fait oui, sachant que ça pourrait être dans 3, 4 ans, 5 ans. Ok. Mais en tout cas, j'espère qu'on va me redire bientôt, disons dans les 3 années qui arrivent. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de traverser tout ce que les conséquences du Goncourt créent. Tu as Maintenant, je vais me reposer un peu et ensuite voilà. tout ce bruit, ce mouvement, t'a empêché d'écrire? Ça m'a empêché d'écrire parce que ça prend, c'est de façon très matérielle, c'est beaucoup de temps qu'on consacre à ça et je n'arrive plus maintenant à écrire de façon hachée, comme je le faisais dans ma jeunesse, en pouvant écrire n'importe où, dans des avions, en voyageant. Aujourd'hui, je n'y arrive plus. J'ai vraiment besoin d'avoir une plage de temps assez longue pour le faire. Or, ce qui s'est passé après le Goncourt, c'est que ces plages de temps-là, longues, n'étaient pas possibles. Elles étaient tout le temps hachées. Je n'avais plus que 3, 4 jours entre chaque déplacement, quelques semaines tout au plus, et ça ne me permettait pas d'enclencher quelque chose. Mais maintenant que c'est à peu près fini, je vais pouvoir m'y remettre tranquillement. Et voilà, j'ai déjà un projet en cours, mais je sais qu'il me faudra encore 1 an, 2 ans avant de le finir. Mais bon, tout cela se fait sans hâte. Mais ça sera sûr par le roman. Ce sera pas une autre forme d'écriture pour un autre médium que ce sera le roman. Non, je crois que ce sera un roman. D'accord. La Tu vois, dernière. je te lâche des exclus. Hein? Tu lâches des exclus? Oui, Ouais. je Ouais, lâche ouais. des exclus. Vite fait, hein, je pense avoir une exclue plus exclue. Mais bon, on va se contenter de cette exclue. Ma dernière question, qui est la question habituelle, pour un peu passer le relais. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast, sur les questions qu'on a traversées, qu'on a fait qu'effleurer, bien sûr? S'il fallait penser à un homme et une femme, maintenant je précise parce que quand j'ai des hommes, malheureusement, on pense souvent aux hommes. C'est un biais que j'ai remarqué Ouais, et ouais. et en partant et je me mets volontiers là-dedans, dans ce biais-là. S'il fallait penser à un homme ou une femme, qui aimerais-tu entendre? Il y a beaucoup de gens que j'aimerais entendre. C'est très difficile, hein. C'est une question parce que je pense à beaucoup de gens tout d'un coup. Mais si tu as le bras long et que tu as vraiment des relations pour aller chercher, il y a 2 femmes
qui, pour moi, représente quelques-unes des raisons d'espérer aujourd'hui. C'est la vice-présidente de la Colombie et c'est la présidente du Mexique. Je dis ça, ce sont des personnalités politiques. Bien sûr, il y a beaucoup de figures artistiques, intellectuelles, bien sûr. Mais je trouve que ces dernières années, sur le plan politique, on a souvent vu arriver au pouvoir des hommes et des hommes pas très agréables, particulièrement brutaux. Et d'un coup, voir dans ces pays dont l'histoire est très particulière, voir deux femmes arriver comme ça au pouvoir pour l'une et presque au pouvoir pour l'autre, être des figures très très fortes. Claudia Sheinbaum, c'est au Mexique. Et puis en Colombie, j'oublie le nom de toujours le nom de la vice-présidente, mais elle, j'aimerais beaucoup les écouter, j'aimerais beaucoup les voir dialoguer. Bon, tu t'occuperas tu verras si tu arrives à, à les avoir. Mais s'il faut peut-être maintenant avoir une réflexion, en tout cas un autre comme ça, j'ai eu une conversation que j'ai commencée récemment avec une romancière, écrivaine qui s'appelle Blondine Rinkel, que je trouve très intéressante. Et a publié récemment un texte qui s'appelle La Faille. Et je trouve très intéressant tout ce qu'elle dit sur l'émancipation comme individu et l'émancipation des univers familiaux, de l'univers familial. C'est quelqu'un qui tente d'avoir une conversation comme ça avec elle-même d'abord sur ce que cela signifie, vouloir sortir de la famille. Et c'est une écrivaine dont je me sens parfois très proche par sa façon de lire, d'essayer de voir à travers les lectures une vision du monde qui se dégage. Euh, voilà, c'est une personne, et puis voilà, c'est une jeune écrivaine contemporaine que j'aime aussi particulièrement. Bon. Magnifique. Eh bien, très bien. J'ai de la matière pour aller chercher les prochains invités. Super, très bien. Merci infiniment, Mougar. Merci C'était Mathieu. c'était très, très agréable. Merci beaucoup, vraiment, pour ta Merci disponibilité. à toi et puis longue vie à Haute Culture. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.